On continue avec François Lévesque, qui est professeur à l'École des Mines Paris PSL. Et comme vous le voyez dans le titre, on continue avec ces aspects de santé sous un autre angle. Avec un autre angle, puisqu'on va parler de mortalité. J'ai aussi changé le titre de ma présentation. Merci Marc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et je suis très heureux d'avoir l'occasion de partager avec vous des éléments de connaissances, un état des connaissances sur la mortalité associée à la chaleur, avec l'idée aussi de faire le point sur les progrès réalisés par l'adaptation pour réduire la mortalité associée à la chaleur, et puis de dresser une perspective ou une analyse prospective sur que va pouvoir apporter demain l'adaptation. Je cherche, voilà, mais je peux utiliser ça aussi. Donc j'ai un plan de ma présentation en 3 parties, avec un premier plan sur les résultats de modélisation à partir des courbes épidémiologiques et donc sur les faits liant la mortalité à la température et donc à l'élévation de la température, bien sûr. Et puis une seconde partie qui portera sur les progrès réalisés par l'adaptation et une troisième partie dans laquelle je vais donc tenter une analyse prospective. Donc tout part en fait dans les modèles et les résultats que je vais vous exposer dans le cadre de cette présentation. Eh bien, tout part des données épidémiologiques qui sont les courbes de réponse, en fait, les courbes de réponse de la mortalité à la température. Et ces données, aujourd'hui, épidémiologiques, ces courbes de réponse, eh bien, on en dispose on dispose de centaines de courbes de réponse par région, par ville, par pays. Et ici, vous avez 2 illustrations pour Paris puis pour l'Europe. Alors, sachant que donc, vous avez évidemment en abscisse la température, mais en ordonnée, ici, vous avez le risque relatif de mortalité. Donc, les deux sont des courbes de risque relatif par rapport à la mortalité la plus basse observée avec la température. Eh bien, à Paris, la mortalité la plus basse associée à la température est à 20 degrés, alors qu'elle est un peu inférieure au niveau européen. Et vous voyez tout de suite comment il y a un risque qui s'accroît très rapidement au-delà de 20 degrés, donc la pente est évidemment très forte. Vous observez aussi que quand on passe de 20 degrés à des températures plus faibles, eh bien, la mortalité s'accroît. Donc, conséquence d'ailleurs, il faut s'interroger sur la mortalité nette, en particulier pour les pays de haute latitude, c'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur le bilan net. Le réchauffement climatique conduit aussi à une réduction de la mortalité associée à la température froide. Donc voilà les données de base qui sont utilisées et qui ont permis d'établir un certain nombre de faits. Premier fait, la surmortalité associée à la chaleur, eh bien, elle est déjà, les dommages en termes de mortalité, de mort par excès ou de mortalité prématurée, eh bien, un papier a mis en évidence qu'au cours des 30 dernières années, on a déjà un tiers de la mortalité associée à la température qui est liée à l'élévation de la température. D'accord ? Donc le changement climatique, c'est d'ores et déjà un tiers de décès en plus associé à la température. Premier fait établi. Deuxième mise en évidence, et Valérie Masson-Dalmotte l'a évidemment mis en évidence, c'est très important, et là uniquement sur la température. Vous avez la part de la mortalité liée à la chaleur avec la mortalité la plus haute, avec les rouges très foncés, et bien évidemment avec une grande disparité entre les pays de basse latitude et les pays de haute latitude sur ce dommage de mortalité lié à la chaleur, qui est à la fois lié à l'exposition, donc les pays
de basse latitude, les habitants sont beaucoup plus exposés avec déjà une augmentation, une température ambiante moyenne annuelle très élevée, et puis liée aussi à leur vulnérabilité. Troisième fait qui ne va pas vous étonner, vous avez des souvenirs de canicule, notamment de la canicule de 2003 en France et en Europe. Troisième fait établi, la surmortalité, elle affecte principalement les personnes âgées. Donc la courbe noire, si vous prenez, là aussi on est en risque relatif, en fonction de la température, eh bien la courbe noire, c'est les personnes, les décès en excès, les décès de température qui ont plus de 80 ans. Et vous avez une estimation à droite de la mortalité en excès au cours de la canicule de 2022, enfin les 4 mois de canicule, et encore la courbe noire, évidemment, ce sont les gens qui ont plus de 80 ans. Alors, au total, eh bien, on a des chiffres, on aboutit à des chiffres très impressionnants de mortalité associée à la température. Une estimation d'un point de vue macroscopique, une estimation à près de 18 millions de décès additionnels de plus qui seraient attendus en 2100, donc liés à l'élévation des températures, décès additionnels. Donc par rapport au contrefactuel, il n'y aurait pas eu de changement climatique et d'élévation de la température. Et puis une approche plus microscopique qui conduit aussi à un chiffre ou à des chiffres impressionnants. Un doctorant américain, d'ailleurs, s'est amusé, un jeune doctorant, à estimer quel était le nombre de décès associés à l'émission d'une tonne de carbone. Eh bien, il aboutit, son estimation, avec évidemment un grand nombre d'hypothèses, au chiffre de 2,6, 10-4 décès associés à l'émission d'une tonne de carbone. C'est un chiffre qui ne vous dit absolument rien, évidemment. En revanche, le chiffre qui vous dira sans doute plus, c'est que 4 Américains, tout au long de leur vie, les émissions de 4 Américains seront à l'origine d'un décès supplémentaire qui arrivera d'ici 2100. Voilà, donc que ce soit sur le plan macroscopique ou sur le plan microscopique, on a des chiffres très impressionnants de la mortalité associée à l'élévation de la température. Une autre façon aussi de mettre en évidence ce caractère massif, c'est à travers ce que les économistes appellent le coût social du carbone. Le coût social du carbone, eh bien, c'est la valeur monétaire des dommages liés à l'émission d'une tonne supplémentaire de carbone dans l'atmosphère. Eh bien, jusqu'à encore très récemment, ce coût social du carbone était calculé par les économistes en évaluant les dommages sur l'agriculture en termes de diminution de rendement par les sécheresses ou par la pluviométrie, les dommages sur la baisse de productivité du travail, les dommages... Et donc, sans comptabiliser dans ce coût social du carbone les dommages liés à la surmortalité, liés à la température. Alors évidemment, si vous voulez tenir compte des dommages de surmortalité dans le coût social du carbone, eh bien, il faut mettre des dollars ou mettre des euros en face d'un décès, c'est-à-dire quel est le coût, et monétariser en fait le coût d'un décès supplémentaire. Alors, il y a plusieurs méthodes, donc c'est évidemment très délicat. Il y a plusieurs méthodes conventionnelles. Et le même économiste que j'ai cité tout à l'heure, Dan Bressler, eh bien, a montré que quelle que soit la méthode, parmi les 4 méthodes conventionnelles, eh bien, lorsqu'on monétarise et qu'on tient compte du coût de la surmortalité, eh bien, la première composante, le premier de tous les dommages, c'est la mortalité. Et ici, vous avez à droite, en prenant le décès, le coût du décès le plus faible parmi ces méthodes, eh bien, vous voyez même que c'est à ce stade-là, dans cette estimation, c'est la mortalité, la surmortalité qui a l'effet le plus important de tous les dommages. Donc voilà ce qui aboutit et ce n'est pas une surprise, et je pense que tous les intervenants aboutiront évidemment à ce point, à savoir la nécessité de réduire les dommages. Alors évidemment par l'atténuation, et donc l'atténuation est un formidable moteur pour réduire les dommages et pour réduire les décès. Il y a des estimations qui sont réalisées, mais aussi par l'adaptation. Et par l'adaptation, pour faire en sorte de réduire dès maintenant la surmortalité, de faire en sorte qu'il y ait moins de décès
décès en excès dès aujourd'hui. On n'imagine pas qu'en 2003, après 2003 et la canicule en France, on n'ait rien fait pour faire en sorte qu'à la prochaine canicule, il y ait une mortalité qui diminue. Donc l'adaptation joue un rôle clé, notamment pour réduire le nombre de décès dès maintenant ou au cours des années proches. Donc l'atténuation et l'adaptation sont deux mécanismes qui réduisent les dommages. Les objectifs sont les mêmes, même si, bien sûr, l'une s'intéresse aux conséquences et s'attaque aux conséquences, tandis que l'autre s'attaque aux causes. Donc venons-en à la deuxième partie, les progrès réalisés. La bonne nouvelle, c'est que voilà, l'adaptation, ça marche. L'adaptation, ça marche pour réduire la mortalité. Donc ici, c'est un travail qui montre l'effet avant, la mortalité avant 2003 et après 2003, et donc avec l'incertitude de la courbe, l'incertitude en rouge, c'était avant 2003, donc vous avez toujours, ici, c'est pas le risque relatif, c'est le nombre, c'est la mortalité pour 10 000 habitants, mais toujours la température en abscisse, eh bien, il y a une diminution forte de la mortalité liée à la température. Alors, qu'est-ce qu'on peut invoquer comme cause ? Eh bien, les plans canicules, et Valérie Masson-Delmotte en a parlé, donc les plans canicules avec leurs deux volets. D'une part, le volet système d'alerte, météo, une canicule devrait arriver dans les jours qui viennent, et puis avec le volet action, programme d'action, lorsque la canicule est là. N'oubliez pas d'appeler vos parents âgés lorsque la canicule est là pour leur dire de boire, de ne pas sortir, de se rafraîchir, etc. Première explication possible, enfin premier facteur qui a joué, même si on ne sait pas évaluer ce facteur seul, indépendamment des autres. Mais en revanche, au niveau européen, donc pas pour la France, mais au niveau européen, on a eu un travail récent qui a mis en évidence l'effet des plans d'adaptation sur la réduction de la mortalité, et donc avec une réduction significative, puisqu'on est de l'ordre d'un quart. Diminution d'un quart des décès qui sont attribuables au plan de prévention des canicules. Donc là, l'adaptation, au moins sur ce point-là, ça marche. Deuxième, autre facteur qui peut être invoqué ou évoqué en ce qui concerne la réduction de la mortalité associée à la chaleur, associée à la température, eh bien, c'est l'air conditionné. Alors pour la France, c'est sans doute pas du tout un facteur clé, puisque le taux d'équipement en climatisation en France est modéré et reste modéré, et son augmentation surtout est relativement faible après 2003. En revanche, aux États-Unis, il y a des travaux qui montrent, on connaît tous les méfaits de la climatisation, mais il ne faut pas ignorer les bienfaits, ou en tout cas l'avantage de la climatisation en termes de réduction de mortalité. Cette étude qui est citée ici eh bien, a montré que depuis 1960, chaque année, le développement de la climatisation est associé à une réduction de 17 000 décès prématurés chaque année. Et aux États-Unis, on est évidemment sur des taux d'équipement, à peu près un taux d'équipement des ménages en climatiseurs de l'ordre de 90%. Donc maintenant, passons à la troisième partie de cette présentation. Tentons une analyse prospective et commençons par qu'est-ce qui ne va pas se produire ? Qu'est-ce qui ne va pas se produire en termes d'évolution de la mortalité liée à la température ? Eh bien, ce qui ne va pas se produire, c'est qu'il n'y ait pas d'adaptation. On a déjà entamé une adaptation par des mesures publiques, par des mesures privées, je n'entre pas dans les détails, à la température et à l'augmentation de la température. Eh bien, ça devrait se poursuivre. Alors, il se trouve que, parce que c'est particulièrement difficile de modéliser les progrès, les investissements dans l'adaptation demain, ainsi que l'efficacité de ces mesures d'adaptation d'ici l'origine 2100. La plupart des modèles, en fait, quand ils estiment de la mortalité, l'évolution de la mortalité en 2050, 2100, au niveau mondial ou dans certaines régions, eh bien, ils ne tiennent pas compte de l'adaptation. Et là, vous avez, selon différents, évidemment, niveaux de réduction des émissions, avec à droite les émissions les plus faiblement réduites, eh bien, vous avez la courbe noire qui traduit ici pour l'Europe à la fois
la diminution de la mortalité d'hiver et l'augmentation en rouge de la mortalité d'été. Donc là, on est dans un monde sans adaptation. Et donc, c'est inenvisageable qu'il n'y ait pas d'adaptation. C'est inenvisageable qu'on reste les bras ballants sans essayer de progresser pour réduire la mortalité associée à la température. Qu'est-ce qui ne se passera pas également? Eh bien, c'est l'absence de déplacement de population. Vous avez une courbe ici qui est la répartition, la distribution en fait, la distribution de la répartition mondiale des habitants, de la population mondiale, selon la température. La partie bleue, c'est la situation récemment passée ou la situation d'aujourd'hui, les courbes bleues. Donc vous avez une distribution bimodale avec un pic de la concentration de la population essentiellement vers 13-14 degrés. Et puis il y a un autre pic beaucoup plus bas, une partie de la population concentrée dans des endroits de température moyenne annuelle de l'ordre de 25 degrés. Ça, c'est la situation, c'est la distribution de la population aujourd'hui selon la température moyenne annuelle de là où les gens vivent. Eh bien, le modèle qui est utilisé ici tient compte de l'évolution de la température et fait l'hypothèse que les gens ne bougent pas. Et si les gens ne bougent pas, eh bien, on va se retrouver sur le rouge, c'est-à-dire toujours une distribution bimodale, mais cette fois-ci, le pic de concentration de la population sera proche de 30 degrés. Et donc, pourquoi c'est inenvisageable? Pourquoi ça ne se passera pas? Ça ne se passera pas parce que si on prend déjà d'autres éléments extrêmes, des événements extrêmes, eh bien, des inondations ou les sécheresses, les gens se déplacent. Alors, petit rappel, et d'autant qu'on est ici au Collège de France, où François Héran, démographe, évidemment, a bien mis en évidence ce phénomène. Lorsque les gens migrent, ils migrent d'abord dans leur pays, ils migrent ensuite en partie et en plus faible partie dans les pays limitrophes, et la migration internationale sur longue distance vers les pays riches, eh bien, oubliez ce schéma de horde de migrants qui arriverait. Donc, en tout cas, il y aura des déplacements de population, et donc, c'est un fait, voilà ce qui ne se passera pas. Ce qui ne se passera pas, ce n'est pas de migration. La migration est une forme d'adaptation, évidemment. Alors, ensuite, ce qu'on peut anticiper de façon très raisonnable, c'est un effet très favorable du développement économique, parce que la croissance des revenus en termes de PIB par habitant, elle devrait réduire la mortalité de réchauffement grâce à des investissements dans les infrastructures, grâce évidemment à l'amélioration du système sanitaire, avec aussi pour effet le développement économique conduit à une proportion plus faible d'agriculteurs, qui font partie évidemment des gens les plus exposés, et puis l'élévation du niveau de vie et le développement économique devrait permettre et contribuer aussi à réduire la vulnérabilité. Donc là, vous avez un schéma, c'est une estimation de Carlton, donc il y a 20 co-auteurs, et qui a modélisé, par rapport à un contrefactuel, qui a modélisé l'effet du développement économique sur la réduction de la mortalité. Ici, c'est sur les changements de mortalité pour 100 000 habitants. Et vous voyez, la courbe rouge, c'est sans développement économique, et donc on est au niveau mondial là. Et puis, une diminution de 2 fois plus du fait du développement économique. Donc là, on devrait s'attendre à ça. Et un mot sur la climatisation, parce que le développement économique, c'est aussi une adaptation spontanée, plus de ménages qui sont capables ou qui ont les revenus suffisants pour acheter des climatiseurs. Et l'Inde est un bon exemple de ce qui devrait se passer, très vraisemblablement. Aujourd'hui, le taux d'équipement de climatisation en Inde est de 8%. L'Inde est un pays où les canicules sont incroyablement sévères et sont particulièrement mortelles. Eh bien, on peut s'attendre, il y a des analyses prospectives de l'Agence internationale de l'énergie, à une augmentation considérable du taux d'équipement lié au développement économique de l'Inde, et donc avec un effet
avec un effet sur la diminution de la mortalité liée à la chaleur en Inde. Alors bien sûr, tout dépend. Il y a cette maladaptation dont parlait Valérie Masson-Delmotte. Tout dépend de la façon dont l'électricité pour les climatiseurs sera produite. Aujourd'hui, en Inde, l'électricité est principalement produite à partir de charbon. Et donc, la nécessité, c'est la décarbonation de la production de l'électricité indienne pour faire en sorte que, eh bien, on ait l'avantage de la climatisation, ou surtout l'avantage de la climatisation en termes de décès prématurés en moins, et avec des effets qui augmenteraient la mortalité du fait même de l'augmentation des émissions. Et donc, j'en arrive à la conclusion. La nécessité de l'adaptation pour sauver des vies et pour sauver des vies maintenant. L'exemple indien montre, parmi d'autres, que l'adaptation renforce les besoins d'atténuation. Donc s'adapter avec le développement de la climatisation en Inde, eh bien, c'est faire des efforts de décarbonation de la production électrique. Donc les deux vont ensemble. Vous avez compris que le dommage, en fait, de mortalité le plus grand de tous les dommages en termes économiques. Alors, je parle que de la mortalité humaine et je ne sais absolument rien de la mortalité des microbes ou évidemment de la mortalité en général liée à certaines espèces qui disparaissent, etc. Donc là, ça n'entre pas dans le schéma, mais si on prend les dommages de l'agriculture, les dommages en termes de productivité du travail, etc., eh bien, le premier poste, si on évalue le coût d'un décès, c'est d'abord la mortalité. La bonne nouvelle par rapport à ce monde très très sombre, mais les choses sont bien celles-là, qui ont été présentées par les deux intervenants, avant que je prenne la parole, eh bien, il y a quand même un tout petit rayon de lumière, un tout petit coin de ciel bleu. L'adaptation, ça marche, au moins en ce qui concerne le risque, la diminution du risque de mortalité. Évidemment, les gains de cette adaptation sont inégalement répartis. Et puis, il y a une grande importance des politiques publiques. L'adaptation, c'est des initiatives privées et des initiatives et des politiques publiques. Et il faut que les deux marchent ensemble. La politique publique joue un rôle clé, notamment pour la climatisation. Il faut évidemment développer les actions qui font en sorte qu'il y ait une utilisation sobre des climatiseurs. Il faut développer des politiques publiques concernant les systèmes d'alerte. Les systèmes d'alerte, donc très au point en France et en Europe et dans les pays développés, mais les systèmes météo, les systèmes d'alerte en Inde, c'est pas la même chose. Donc voilà le panorama, l'état des connaissances aujourd'hui que je souhaitais partager avec vous sur le lien entre l'élévation des températures et la mortalité et comment l'adaptation permet de réduire la mortalité associée aux températures.